Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire organisé par Centre Info en partenariat avec la coordination française de l'année européenne des compétences. Compétences et savoir-faire seront donc au cœur des débats. Pour cela, seront à mes côtés, comme je l'ai évoqué, vous l'avez déjà entendu, Monsieur Gilles Gâteau, directeur de l'APEC, coordinateur français de l'année européenne des compétences, ainsi que Marianne de Brunoff, coordinatrice adjointe de cette année. 2023 donc a été choisi par la Commission européenne pour être l'année des compétences. Petite précision, lancée officiellement le 9 mai dernier, il s'agit donc d'une année glissante qui trouvera sa fin le 8 mai prochain, donc le 8 mai 2024. Cette année européenne des compétences vise 4 grands objectifs. On les présentera dans quelques instants. Vous nous les rappellerez. Elle vise également, bien entendu, à donner un nouvel élan à l'apprentissage tout au long de la vie. Merci d'être présents aussi nombreux pour ce webinaire, puisque nous avons atteint les 1200 inscrits, des auditeurs qui vont entendre nos débats et qui pourront également les voir en replay sur les différents sites. Les discussions donc seront nombreuses. N'oubliez pas également, chers auditeurs, que vous pouvez nous poser vos questions à travers le chat. Nous reprendrons alors celles-ci, et notamment les plus récurrentes, pour que je puisse vous les poser et avoir cet échange durant quelques minutes. De la même manière, à la fin de ce webinaire, nous réserverons 5 minutes pour prendre un ensemble de questions-réponses pour terminer ce webinaire. Plusieurs temps sont donc prévus au cours de cette heure, plusieurs intervenants avec qui je vais pouvoir discuter. Tout ceci à un rythme plutôt soutenu. Donc sans plus tarder, je vais me tourner maintenant vers Madame Pascale Romanteau, directrice générale de Centre Info, qui, comme je l'ai évoqué précédemment, co-organise cet événement. Madame Romanteau, pourquoi Centre Info a-t-il décidé de s'associer donc à la coordination française de l'année européenne des compétences? En quoi Centre Info se reconnaît dans ce thème des compétences? Effectivement, quand on s'appelle Centre Info, qu'on est surtout en charge de l'information sur la formation professionnelle, mais pas que, etc., on ne peut que se réjouir de voir la Commission investir un tel champ. Enfin, investir, ce n'est pas tout à fait, effectivement, une première pour elle. Le sujet des compétences, déjà, elle l'avait documenté, etc., travaillé, il y a des semaines, que notre presse a sérieusement, scrupuleusement, effectivement, rendu compte à chaque occasion. Et j'ai eu la faiblesse de penser, effectivement, que si, effectivement, on est passé d'une petite semaine à toute une année, c'est parce que ça marchait, si vous me passez l'expression, voilà, ça répondait fort. Et donc, effectivement, nous, à Centre Info, on s'est réjouis. On était même enthousiastes à l'idée, effectivement, de voir la Commission, effectivement, investir un sujet qui nous est si cher et dont on sait combien il est important pour les individus, en particulier, jusqu'au fonctionnement économique de toutes les entreprises. Donc, on était vraiment très contents. On a quand même une petite frayeur. On se dit, aïe, si la Commission européenne, si l'Europe met sa légendaire complexité technocratique, comme on dit, sur une matière qui est déjà structurellement pas facile à comprendre parce que déjà complexe là, ça va pas être si simple. Mais on ne s'est pas laissé aller, parce qu'à Centre Info, on se laisse jamais aller. On sait effectivement que notre mission, c'est d'expliquer, de documenter, de donner à voir, etc. Donc on s'est dit que rien n'était grave, qu'on allait y arriver. Et puis à Centre Info, l'Europe, on connaît. On le documente souvent, etc. J'y reviendrai peut-être, ne me propose pas. Donc on a un vrai savoir-faire sur la question, donc c'était pour nous pas du tout inquiétant. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il sera nécessaire tout au long de l'année, et l'année, comme vous l'avez dit, Régis, effectivement, elle se poursuit au-delà, effectivement, du 31 décembre, effectivement, d'expliquer, de démystifier, je crois que le mot est important, de simplifier et de donner à voir. Ça aussi, c'est important, parce que la meilleure façon de donner envie, c'est de donner à voir ce qui se fait, comment c'est labellisé et qu'est-ce que ça donne. Pour toutes ces raisons, et parce que le rôle aussi de Centre Info, c'est de participer et d'animer le débat public, on est très content, je suis personnellement très contente d'avoir co-organisé avec la coordination française, évidemment, cet événement et d'y participer aujourd'hui. Grâce aux intervenants qui sont là, mais aussi à ceux qui viendront donner leur témoignage, merci. Voilà. On va beaucoup apprendre de la façon dont il faut faire, de ce que ça peut donner, etc. Donc je pense que c'est un moment très important.
La pédagogie est œuvre de répétition, on le sait tous. Et Centre Info aura à cœur, effectivement, tout au long de cette année et le trimestre qui vient, si je puis dire, le trimestre qui vient, d'aider à participer, de documenter, etc. et d'accompagner tous les événements qui permettent effectivement de donner à voir et de donner à comprendre et de donner envie surtout. Je crois que c'est le maître mot. Donc nous, forcément, on est très très content de à Centre Info de cette initiative. On ambitionne d'accompagner la démarche vraiment jusqu'au bout. On a déjà une petite idée que peut-être on pourrait la fêter dignement quelque part au printemps, effectivement, de l'année prochaine, en organisant effectivement la rencontre de tous les gens, de tous les acteurs qui ont permis ces labellisations et de tous ceux qui ont été labellisés. Bon, je m'arrête là parce que je pense que je ne trouverai pas salle de spectacle assez grande pour organiser tout cela si effectivement notre démarche fonctionne, ce que je souhaite profondément. Merci beaucoup pour ces propos d'ouverture. En effet, l'Europe parfois peut paraître complexe, or il n'en est rien, et c'est bien ce que l'on va démontrer au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Nous allons donc maintenant entrer dans le vif du sujet. Dans l'année européenne des compétences, il y a bien entendu Europe, jusque-là rien d'extraordinaire. On sait que l'Europe s'est emparée du sujet des compétences depuis de nombreuses années. On aurait pu évoquer des recommandations, évoquer des dispositifs européens en matière de compétences. Nous allons nous cantonner et rester sur la thématique de l'actualité. C'est pourquoi nous allons échanger maintenant avec Sylvie Bousquet, normalement en duplex, je la vois arriver. Bonjour Madame Sylvie Bousquet. Vous êtes à Bruxelles, donc vous avez un rôle déterminant puisque vous êtes en quelque sorte l'agent de liaison, en tout cas le point contact entre le CEDEFOP et la Commission européenne. Je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, le CEDEFOP est une agence européenne qui accompagne la Commission et qui a pour rôle d'effectuer des recherches, de fournir des données à la Commission et donc d'accompagner l'Union européenne dans ses stratégies politiques. Alors, on va rester sur ce champ du CEDEFOP avec lequel vous travaillez. Et tout d'abord, une première question. L'Union européenne a décidé donc de faire de cette année l'année des compétences. Des études ou enquêtes ont été menées au niveau européen, notamment par le CEDEFOP. Quelles sont actuellement les compétences recherchées qu'ont démontré vos études ? Merci beaucoup, Régis, de me donner la parole. Je voudrais tout d'abord vous remercier beaucoup pour me donner l'occasion de m'exprimer dans ma langue, ce qui est, malgré le départ de nos amis britanniques, de plus en plus rare. Alors, tout d'abord, ces compétences, pourquoi réalisons-nous toutes ces études, ces enquêtes? Parce que le marché du travail, comme vous le savez, subit des transformations extrêmement rapides et omniprésentes dans tous les secteurs, avec l'urgence du changement climatique, mais bien sûr aussi avec la révolution numérique, avec l'essor de l'intelligence artificielle, etc. Et on s'aperçoit que et le CEDEFOP a travaille depuis plus de 10 ans sur les compétences, mais le CEDEFOP a profité de l'arrivée du pacte vert pour l'Europe en 2021, mais qui a été présenté, qui se préparait en 2020. Le CEDEFOP a commencé à préparer des scénarios de prévision sur l'impact de la transition verte et de cette économie verte, de cette nouvelle ligne de conduite dont parlait l'Europe, pour donc profiter de cette occasion pour lancer un travail sur l'impact sur les compétences en Europe. Alors, on s'est aperçu donc que il y aurait peut-être quelques nouveaux métiers, mais en fait, pratiquement tous les métiers existants vont être redéfinis par de nouvelles tâches ou de nouvelles façons d'accomplir ces tâches, ce qui a évidemment un impact immédiat sur les compétences à apprendre et à acquérir. Je vous donne juste quelques chiffres. En 2030, par exemple, l'emploi devrait être 1,2% plus élevé, donc quantitativement, si les mesures du pacte vert pour l'Europe sont mises en œuvre. 1,2%, c'est 2,5 millions d'emplois supplémentaires. Donc c'est considérable. Et en termes de formation des compétences, cela représente énormément également. Alors, connaissant le facteur démographique,
on peut se réjouir ou non qu'il y ait plus d'emplois. Passons maintenant, si on vient au secteur en déclin, donc le CDFOP a étudié les secteurs qui sont particulièrement menacés, par exemple qui ont le gaz comme source d'énergie. Bon, ces secteurs, au premier trimestre 2022, ils employaient près de 18 millions de personnes en Europe, ce qui représente plus de 10% de l'emploi total dans certains pays. Donc c'est énorme, et ces secteurs vont être particulièrement obligés de s'adapter, ou du moins leurs travailleurs vont devoir s'adapter. Il s'agit de travailleurs souvent avec un niveau moyen de compétences. Je pense à des secteurs comme le textile et le cuir, on en a choisi 5, hein, l'alimentation, les boissons et le tabac, la chimie et la pétrochimie, les minéraux non métalliques, les machines et le matériel. Dans des secteurs comme cela, les travailleurs ont un niveau moyen de compétences et ils sont particulièrement sensibles à ces mouvements qui se produisent sur le marché du travail en raison du changement technologique. Et donc, ils vont être particulièrement à risque. Donc, ces tendances se traduisent par d'énormes besoins de formation et les gens ont absolument besoin d'être soutenus. Alors, de quelles compétences s'agit-il, puisque c'est la question que vous me posez, mais il faut la replacer un peu dans le cadre du marché du travail et de son évolution et des secteurs qui sont particulièrement à risque. Disons qu'on peut identifier 3 types de professions avec des compétences différentes à acquérir. D'abord, le travailleur moyen. Tous les travailleurs devront être formés parce que il faut qu'ils puissent acquérir des attitudes et des pratiques nouvelles en termes des processus de travail quotidien nouveaux. Par exemple, tout ce qui est recyclage des déchets, une façon de travailler en introduisant de la circularité, j'allais dire, c'est-à-dire que tous les produits ainsi que leurs composantes et leur matériel vont devoir être remis en circulation. Donc, toutes ces compétences, elles sont dans tous les métiers, à tous les niveaux, et tout le monde doit y être sensible et les acquérir. La deuxième catégorie de professions sont des professions clés. Par exemple, un technicien de véhicule électrique dans la fabrication de voitures a besoin de compétences très particulières, très techniques. Et ces techniciens représentent une part significative de l'emploi et il va falloir qu'ils s'adaptent à ces nouveaux besoins de compétences. Et puis, vous avez aussi des compétences très pointues dans des professions qu'on appelle des professions de niche qui ne représentent pas beaucoup de gens, mais qui, disons, sont essentielles. Par exemple, les ingénieurs, les chercheurs, les techniciens supérieurs. Imaginez des opérateurs de centrales d'énergie renouvelable en pleine mer, par exemple. Voilà, ça concerne pas forcément énormément de personnes, mais... Une question peut-être au retour et très rapidement parce que le temps passe aussi vite. Très rapidement, donc comment la formation peut-elle répondre à ce besoin en compétences? Est-ce que vous avez déjà des préconisations? Comment les choses sont-elles perçues? En 1 minute, s'il vous plaît. En 1 minute, très bien. Alors, étant donné que la situation est très variable en fonction des régions, en fonction au niveau local, il faut et étant donné qu'il s'agit plus de former des adultes que des jeunes, on a par exemple un grand besoin pour les compétences digitales, et c'est un gros problème chez les adultes, les compétences numériques. Il faut que la formation professionnelle se développe, mais en particulier sa composante non formelle, la formation continue, c'est-à-dire en entreprise mais structurée. Il faut qu'il y ait une coopération très grande entre les prestataires de formation professionnelle et les employeurs. Il faut que l'on s'aperçoive au niveau local, que l'on explore, qu'on fasse de l'intelligence, de l'espionnage au niveau local sur les particularités, les compétences qui sont nécessaires. Par exemple, dans les PME, les MPME, c'est essentiel. Et pour cela, il faut apporter un soutien aussi à cette recherche, une très grande coopération entre les preneurs de décisions en matière de politique de reconversion et de perfectionnement, et puis les gens qui les mettent en œuvre, et puis les employeurs et les employés. Donc, il faut vraiment qu'il y ait du partenariat au niveau local. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel au niveau de la formation. Et puis, peut-être aussi, pour permettre cette action au niveau local, une autonomisation, disons, des acteurs régionaux, locaux et sectoriels pourrait permettre des stratégies d'innovation très rapides, par exemple, qui pourraient permettre de faire face immédiatement au manque de compétences.
Voilà. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. On voit que beaucoup d'actions ont été entreprises. Des études montrent que les compétences sont importantes. On perçoit et on retrouve les mêmes sujets, vous l'évoquerez dans quelques instants, autour de la transition écologique, mais également des compétences qui vont disparaître. Merci beaucoup, Madame Bousquet, d'avoir consacré ces quelques minutes et nous avoir apporté le regard européen sur la thématique des compétences. Je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Gâteau. Donc, vous êtes, comme je l'ai indiqué, le coordinateur national pour l'année européenne des compétences. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous rappeler les objectifs de cette année? Oui, bien sûr. C'est pas seulement un slogan, l'année européenne des compétences. Il y a des objectifs, 4 objectifs qui ont été fixés et qui ont été fixés pas seulement par la Commission européenne, mais c'est l'ensemble, on va dire, des institutions européennes qui ont adopté ces mêmes objectifs de l'année européenne. Ça veut dire la Commission, aussi le Conseil européen, les 27 États membres qui composent l'Europe et le Parlement européen. Il y a eu tout un processus pour se mettre d'accord sur quels sont les objectifs, les priorités en matière de développement des compétences en Europe, comment est-ce qu'on les formule. C'est d'ailleurs pour ça que l'année européenne ne commence que le 9 mai. Les premiers mois de l'année ont été consacrés à aligner, dans le fond, la Commission, les 27 États membres, le Parlement sur ces objectifs qui font donc aujourd'hui consensus, en tout cas qui rassemblent l'ensemble des composantes européennes. Alors ces objectifs, je l'ai dit, ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est d'investir davantage, finalement, promouvoir des investissements accrus qui soient à la fois efficaces et inclusifs dans la formation et le renforcement des compétences. Donc on note au passage la dimension inclusive, ça veut dire qu'il faut prêter une attention à ce que tous les Européens puissent en bénéficier, typiquement les jeunes, mais aussi les seniors, les hommes, les femmes. On a cette préoccupation. Et également cette dimension formation et renforcement des compétences, c'est pas l'année européenne de la formation seulement. C'est évidemment un élément central dans le développement des compétences, mais c'est pas le seul. Si je prends un instant ma casquette de directeur général de l'APEC, on peut parler du conseil en évolution professionnelle, par exemple, qui n'est pas de la formation, mais qui contribue de façon très concrète au meilleur ajustement, finalement, et au meilleur développement des compétences. Deuxième objectif, c'est veiller à ce que ces compétences soient adaptées aux besoins du marché du travail. Vous me direz, c'est un peu une évidence, mais c'est mieux en le disant et c'est mieux surtout en le faisant. Et ça suppose de faire appel très directement aux partenaires sociaux et aux entreprises pour mieux définir ce que sont leurs attentes et leurs besoins. On sait que ce n'est pas la partie forcément la plus simple, la plus facile. Troisième objectif, mettre en adéquation et les aspirations des citoyens, finalement, des actifs en Europe et les possibilités offertes sur le marché du travail. Ça aussi, c'est très important de le mentionner. On peut investir plus dans les compétences et la formation. On peut faire en sorte que ce soit orienté vers les besoins du marché du travail. Si ça ne correspond pas aux aspirations des citoyens, ça ne marchera pas. On peut former des médecins pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est un investissement important, ça répond à un besoin, on le voit chez nous. Si c'est des médecins qui quittent le métier au bout de 4 ou 5 ans parce qu'ils n'en peuvent plus et que ça ne répond pas à leurs aspirations de vie, tout simplement, et d'équilibre de vie, on voit que cet investissement n'aura pas été efficace. Donc cette dimension de prendre en compte aussi les aspirations des travailleurs, des actifs, c'est aussi très important, et notamment par rapport à la transition énergétique écologique qui était mentionnée par Sylvie à l'instant, on voit bien que là, il y a tout un travail spécifique à développer. Et puis, dernier objectif, c'est d'attirer les personnes de pays tiers qui ont les compétences dont l'Union européenne a besoin. Alors là, tout de suite, il y a des pays qui sont très allants sur cet objectif-là, hein, pour qui c'est vital, notamment ceux qui ont la démographie la plus compliquée. Et puis, il y a des pays pour qui c'est moins simple. Clairement, en France, on a un climat politique et un débat politique sur ce type de questions qui ne rend pas très facile, on le voit bien dans nos débats, l'appropriation de cet objectif. Mais en Europe, il est très important.
Et finalement, beaucoup disent, mais les conditions de la croissance européenne, c'est d'avoir les compétences dont on a besoin, de les développer chez nous et de les attirer, parce que finalement, on est aussi dans une forme de compétition mondiale. Merci. Donc, on vient d'entendre 4 objectifs pour cette année européenne des compétences. Madame de Brunoff, tout cela s'inscrit bien entendu dans un contexte européen. Ça répond à des attentes également de l'Europe et pas uniquement de chaque État membre. Alors, l'Europe a fixé en 2017 les objectifs de convergence sociale sur lesquels elle souhaitait qu'on travaille. Et ça s'est traduit par ce qu'on a appelé les objectifs de Porto, qui permettaient de donner un caractère chiffré à ces objectifs-là. Les objectifs de Porto, c'est la réduction de la pauvreté, moins 15 millions d'ici 2030, dont 5 millions d'enfants. C'est des taux d'emploi qui doivent progresser, 78% des adultes en emploi, mais c'est aussi, et c'est le troisième objectif, celui que nous avons indiqué là, qui est de faire passer chaque année un pourcentage d'adultes en formation, et pour d'arriver à ces 60% de formés et un peu plus pour la France. Et c'est d'autant plus nécessaire que aujourd'hui on a un paradoxe. 3/4 des entreprises de l'Union européenne disent avoir du mal à recruter, à trouver les personnes qui ont les qualifications et les compétences nécessaires, mais en même temps les adultes peinent à se former, et d'où ces objectifs-là. Merci beaucoup. Donc on a le cadre de cette année européenne, on a les objectifs à atteindre. On va donc entrer, et on est déjà entré dans la mise en œuvre de cette année européenne. Donc Monsieur Gatto, est-ce que vous pouvez partager avec nous sur comment tout cela va fonctionner au niveau européen et au niveau national, et surtout quelles sont les ambitions pour la France dans le cadre de cette année ? Alors, l'année européenne des compétences, c'est clairement une opportunité pour mettre en avant ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'on le découvre, ça ne veut pas dire qu'il est nouveau, ça ne veut pas dire que sans l'année européenne des compétences, il ne se serait rien fait en France et en Europe sur ce sujet, évidemment, mais c'est l'occasion de donner plus de force et plus de visibilité, d'une part. Ça, c'est le premier objectif, de faire en sorte, à travers le label Année européenne des compétences, que tous les événements qui se déroulent dans les États membres, et notamment les événements qui se déroulent en France, puissent être enregistrés sur la plateforme européenne de l'Année européenne des compétences. On y reviendra dans un instant, pour qu'ils soient connus et qu'on puisse capitaliser sur les expériences qui y sont décrites, les idées qui émergent finalement de tous ces événements, de toutes ces initiatives qui seront prises pour le développement des compétences en France et dans les autres États membres. Et puis il y a une dimension proprement européenne qui consiste à créer des conditions d'échange de pratiques entre les États membres, et nous avons des réunions régulières des coordinateurs des différents États, puisqu'on est donc 27, on se réunit avec la Commission. On a une première réunion le 7 juin, on en a la suivante au mois de septembre, et ainsi de suite, pour justement partager de façon plus avancée des pratiques et des expériences dans nos différents États membres, nos préoccupations, par exemple ce que la France fait en matière de compte personnel de formation intéresse beaucoup d'autres États en Europe qui veulent en savoir davantage. On va en parler sans doute. Voilà, donc typiquement c'est l'occasion aussi de partager ce que nous faisons et qui marche, et d'apprendre de ce que font les autres et qui marche. Donc il y a une dimension nationale, nos événements, nos initiatives, une dimension européenne, et dans ce cadre-là, la France a décidé, le ministère du Travail, d'organiser à Paris, très certainement le 7 décembre prochain, un événement de dimension européenne pour justement capitaliser sur un certain nombre d'expériences et partager un certain nombre d'expériences intéressantes. Parce que vous l'avez vu, ces objectifs sont les mêmes pour tous. On est tous confrontés finalement au même sujet. On parle de la transition énergétique écologique, on est tous confrontés à cela, et au défi des compétences. Donc,
comment chacun fait, on a des choses à apprendre, on a des choses à partager. Donc, premier rendez-vous et première date à retenir, le 7 décembre, pour cette conférence européenne avec de nombreux acteurs. Vous avez évoqué différents événements à valoriser et notamment valoriser les compétences et les expériences nationales. Je me tourne vers vous, Madame de Brunhoff. Comment procéder à ce moment-là? Comment valoriser? Quel événement choisir et comment les faire connaître? Alors, d'abord, ça a été dit déjà par le CDFOP, mais tous les métiers, tous les domaines sont concernés. Il n'y a pas un champ restreint. Ensuite, c'est tout simplement, il faut aller sur la plateforme qu'a mis en place l'Europe pour inscrire vos événements. L'Europe est intéressée, et nous aussi, par tous les niveaux d'événements, que ce soit au niveau européen, au niveau national, mais aussi au niveau local. On veut que ça soit l'occasion de mettre en valeur ce que fait le terrain et toutes les initiatives et leurs richesses. Donc chacun peut aller sur cette plateforme et l'inscrire, et puis une fois que ça apparaîtra sur une carte européenne de tous les événements. Parce que on voit bien, et là, comme moi je suis depuis le début cette affaire, les Français font des événements, prennent des initiatives, mais ne les inscrivent pas sur la plateforme européenne, ce qui fait que aujourd'hui on a une croissance du nombre d'événements, mais peu en France. Donc j'insiste là-dessus. L'Europe nous demande aussi d'inscrire des parcours, des belles histoires, on pourrait dire, individuelles aussi, de parcours de formation. Et là aussi, il faut aller sur la plateforme pour l'inscrire. Il faut aussi nous le faire connaître, nous écrire au ministère pour nous indiquer ce que vous avez fait, quels sont, de nous le résumer, nous donner les grandes lignes de ça. Voilà comment on fait. Merci pour ces précisions. On voit donc, et vous l'avez aperçu sur la diapositive qui a été projetée lors de votre intervention, on retrouve l'adresse URL de cette plateforme, on retrouve également une adresse courriel sur laquelle on peut vous joindre et vous poser des questions, le cas échéant, pour aller plus loin dans cette connaissance et dans peut-être avoir plus de précision. Je vois, quand je regarde mon écran de contrôle, une première question apparaît de manière assez récurrente. Qu'est-ce qui fait que l'on va s'investir et entrer dans ces projets européens? Et je pense que la fameuse question qui arrive toujours, y a-t-il des financements? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Comment vous nous accompagnez? Alors, il y a un petit budget pour l'année européenne, mais qui va surtout être utilisé, on va dire, pour faire de la communication sur cette année européenne au niveau de l'Union elle-même et de la Commission. Et donc, l'investissement européen dans la formation, il est celui que vous connaissez, que nous connaissons tous à travers le FSE, FSE+, et l'ensemble des fonds européens qui existent, qui sont des leviers très importants. Et cela, voilà, maintenant, là, ça y est, enfin, la nouvelle programmation FSE est opérationnelle. Donc, c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer pour développer concrètement des actions de formation. Mais sur les initiatives spécifiques à l'année européenne, non, il n'y a pas... voilà, il n'y a pas... de budget particulier. Il n'y a pas un pécule qui arrive quand vous vous inscrivez sur la plateforme, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt et une vraie plus-value de le faire, de télécharger le logo et le visuel du label de l'année européenne et de l'appliquer à vos événements. Là aussi, voilà, dans toute l'Europe, ça crée aussi un lien entre toutes ces initiatives. Et une émulation. Et ça peut permettre d'améliorer aussi, d'avoir des propositions pour améliorer les dispositifs existants. S'il y a des choses, des expérimentations qui se font, c'est une manière pour nous de les connaître, de diffuser, de voir ce qui marche et de voir peut-être quelles adaptations par la suite on peut proposer. Donc ça peut avoir un intérêt opérationnel à terme. Ouais. Merci pour ces précisions. On a entendu donc évoquer ces objectifs, on a même entendu évoquer un dispositif. Je me tourne alors vers monsieur Stéphane Rémy. Vous êtes donc sous-directeur des politiques et de formation et du contrôle au sein de la DGEFP. Donc on commence à faire ce lien entre année européenne des compétences et dispositifs nationaux. Alors,
comment tout cela va s'articuler? Est-ce que les dispositifs vont s'articuler avec les objectifs de l'année européenne, ou est-ce l'inverse, l'année européenne qui rentre et qui fait entrer des dispositifs nationaux? Non, mais je crois que ça a été très bien dit par Gilles Gatto. On est sur une mise en visibilité, une mise en relief de travaux qui sont des travaux profonds. Quand on aspire à construire la société des compétences, on est en train de travailler et de montrer tout simplement à travers l'année européenne des compétences que la France n'est pas seule. Elle participe d'un ensemble avec 27 États membres qui sont concernés par un développement, par une croissance économique de nos entreprises, de compétitivité, donc l'enjeu effectivement de ces compétences, mais avec une démarche qui se veut inclusive. C'est bien le sens des dispositifs que l'on cherche à promouvoir en France, mais évidemment auprès de nos partenaires européens. Il faut qu'on construise effectivement cette société des compétences avec des cycles économiques et une accélération des transformations qui est parfois brutale, parfois inédite. On a vécu une période quand même de pandémie mondiale qui nous a obligés aussi à être très réactifs et à assurer ce lien pédagogique, ce lien financier aussi, avec notre offre de formation, avec nos entreprises, à travers les outils qu'on a pu mobiliser, je pense notamment au dispositif d'activité partielle. Donc c'est très important de donner du sens aussi, souvent sur le terrain, quand on arrive à repositionner nos dispositifs, nos réflexions, nos règles du jeu, nos évolutions législatives et réglementaires, le fait de pouvoir inscrire ça sur un schéma un peu collectif, qui est celui que l'on veut servir, c'est très important. Puis c'est de plus en plus un schéma aussi de souveraineté industrielle, de souveraineté alimentaire. Ce sont aussi ça, les enjeux de compétences qui dépassent effectivement la seule question de la formation. La formation concourt au développement des compétences. C'est pas la seule prestation. On a cité effectivement le conseil en évolution professionnelle. Voilà un dispositif qui concourt également, qui est choisi librement par nos concitoyens de manière gratuite. Je le rappelle, c'est quand même important aussi de le souligner. Et c'est la liberté de pouvoir faire appel éventuellement à cet accompagnement. Mais vous le savez bien, c'est aussi la liberté de choisir son avenir professionnel à travers la mobilisation du compte personnel de formation. Et c'est vrai que la France a plutôt été en modèle avec non pas la mise en place, parce que la mise en place est déjà relativement ancienne, mais la monétisation, le fait de pouvoir accéder à ces droits et de pouvoir les mobiliser, c'est plutôt un exemple qui a mis la France en visibilité. Et on a beaucoup de sollicitations, notamment des voisins européens, plutôt de l'Est de l'Union européenne, qui s'intéressent effectivement. Alors il y a une recommandation de l'Union pour inciter les États membres à créer les conditions de ce recours à un dispositif centré sur l'individu. C'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'on a montré un petit peu la voie à travers le CPF. Mais plus largement, je crois que vous l'avez mentionné, Régis, en parlant d'apprentissage tout au long de la vie, c'est bien ça qui est en travail permanent avec les institutions européennes, c'est ce continuum entre formation initiale professionnelle, l'apprentissage tout particulièrement en France qui connaît un essor considérable, et puis les dispositifs de formation continue, qui sont extrêmement importants et peut-être insuffisamment mis en visibilité, ou en tout cas en projection en termes d'investissement, parce que c'est bien une question d'investissement dont on parle. Je pense par exemple à la construction de France 2030 avec la MICMA. Il faut absolument que ce qui est injecté en investissement le soit évidemment au titre de la formation initiale, mais aussi au titre de la formation continue. Si on veut réussir ce qui était appelé par Mme Bousquet, effectivement les enjeux de la compétence en entreprise, de se rapprocher de ces compétences, des comportements aussi en entreprise. On a de plus en plus aussi cette question qui s'offre à nous, en tout cas qui nous interroge. Il faut qu'on puisse avoir ce type de dynamique. Voilà un petit peu comment on est en écho, et il ne faut pas retenir effectivement une année comme ça qui serait avec un début, une fin. C'est une mise en relief, c'est une incitation à poursuivre, et je crois qu'on s'inscrit dans cet enjeu durable, parce qu'on est sur des transitions qui sont majeures. Elles ont été citées, la transition écologique, la transition numérique bien évidemment, qui impacte nos emplois, qui transforme nos emplois. C'est aussi la transition alimentaire. Donc ce sont des enjeux qui s'accompagnent sur la durée. Donc on entend bien tout cet enjeu donc des compétences au-delà de la formation, et notamment à travers l'accompagnement. Vous avez évoqué les transitions vertes, transitions numériques, et évoqué également du côté de la coordination française. Est-ce qu'on peut faire un lien, un parallèle avec la loi du 5 septembre 2018 qui est venue porter là sur l'individu au cœur du dispositif, l'entreprise là-dedans, et elle est concernée quand même? Oui, je pense qu'on peut raisonnablement considérer qu'il y a quand même un écho
évidemment par rapport à cette loi du 5 septembre 2018. Son titre premier, c'était vers une société des compétences, et puis tout ce qui a été mis en place, les opérateurs de compétences, France Compétences, la stratégie autour des blocs de compétences. On a aussi parmi les outils de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des outils de politique contractuelle. Je pense aux engagements de développement des emplois et des compétences. Clairement, ce sujet, il a été bien capté à travers cette loi du 5 septembre 2018, mais c'est pas la seule. Ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille autour de ces questions. On pourrait remonter assez loin en arrière. Je pense notamment à la loi de 2004, puisque c'est elle qui fonde le droit individuel à la formation, qui est devenu le CPF, puis qui est devenu un compte monétisé. Il y a forcément une histoire. Quand on est aujourd'hui, c'est sur le site du ministère, sur les passeports compétences. Quand on regarde un petit peu comment les choses sont nées, même si elles se sont accélérées et traduites de manière opérationnelle aujourd'hui, c'est l'accord national interprofessionnel des partenaires sociaux de 2003. Donc les idées, elles prennent parfois du temps, elles germent, elles sont travaillées, mais elles finissent par aboutir. Alors, on pourrait peut-être essayer d'aller un peu plus vite sur certains sujets, mais le fait de se dire que avoir une stratégie compétence, c'est aussi d'être capable de porter ces compétences pour les jeunes, les moins jeunes, et de pouvoir les inscrire dans une relation à un marché du travail qui est encore une fois un marché qui bouge très vite. C'est quand même une promesse intéressante, et c'est la promesse du passeport, et aussi le passeport prévention qui est son petit frère, pour reprendre une formule que j'aime bien, qui est aussi mise en place. Donc les choses sont toujours inscrites dans une certaine durée, une stratégie, ça prend du temps, mais en fait c'est le même cap, c'est ce cap de l'apprentissage tout au long de la vie, de la société des compétences, et la France y concourt tout comme ses voisins. Merci. Je vois une question et je vais vous demander une réponse rapide, mais je pense qu'elle s'adresse autant à vous que du côté de la coordination française. On a évoqué des dispositifs nationaux, on a évoqué le CPF, le CEP, et je vois cette question, quel croisement avec les politiques régionales de formation continue et l'articulation, la place des régions dans cette année européenne? Bon, elle est essentielle, puisqu'on a connu notamment à l'occasion du premier quinquennat le programme d'investissement dans les compétences, avec les pactes régionaux qui ont été conclus avec les régions, et puis plus largement c'est aussi la mobilisation de Pôle emploi dans une stratégie qui est actuellement portée dans le cadre de France Travail, donc d'avoir une réponse, une rénovation aussi un petit peu de l'offre de services et de réponse de tous ceux qui concourent, notamment pour rapprocher ceux qui sont le plus éloignés de ce marché du travail, parce que c'est bien la logique inclusive aussi que l'on poursuit, et donc c'est un peu cette dynamique, et on a besoin des acteurs qui sont légitimes, notamment sur la formation des demandeurs d'emploi. Si on prend l'exemple des régions, vous savez que l'investissement financier il a été quand même majeur, près de 15 milliards d'euros sur la période. Donc bien sûr, les collectivités locales, les régions en particulier, ont toute leur place dans cette stratégie qui est une stratégie nation. Et donc on a besoin de nos collectivités. Merci. L'ensemble des acteurs donc, sont impliqués, en effet, ça va du national au local. Bien sûr. Merci, Monsieur Rémy, pour ce témoignage. On ne peut pas parler d'Europe sans parler de mobilité européenne. Mobilité qui se met en œuvre au cours d'un cursus de formation. La mobilité est d'ailleurs un point clé de cette année européenne. On aura peut-être l'occasion là aussi de le repréciser. Et pour nous parler de mobilité, qui de mieux placé que l'agence Erasmus+ Éducation Formation. Invitée à prendre part à ce webinaire, Madame Nelly Fessot, directrice générale de l'agence, a souhaité partager avec nous, mais avec vous aussi, auditeurs, ce témoignage sur l'investissement de l'agence au sein même des programmes européens, au sein de l'année européenne des compétences, à travers une courte vidéo. On se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureuse de participer à ce webinaire dans le cadre de l'année européenne des compétences. Je salue les organisateurs, bien sûr Centre Info, ainsi que les coordinateurs nationaux de l'année européenne des compétences, Gilles Gâteau et Marianne de Brunhoff. Je vous rappelle donc les priorités du programme Erasmus+ 21-27 qui rejoignent totalement l'année européenne des compétences, et notamment d'inciter à la mobilité pour tous, c'est la priorité inclusion au sein de l'Europe et au-delà. L'objectif 21-27, c'est 10 millions de départs sur l'ensemble de l'Europe. Deuxième objectif, de renforcer les compétences transversales des Européens. Troisième objectif, de favoriser les transitions écologiques et numériques qui ouvrent de nouvelles perspectives aux Européens et par là même à l'économie de l'Union européenne. Et enfin, quatrième objectif, développer l'ouverture, l'engagement citoyen et la démocratie.
Nous nous engageons pleinement au sein de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation, au sein et au cœur de cette année européenne des compétences, avec 2 grands événements. Le 6 juin, la webconférence Orientation et compétences à l'ère des transitions, Europass, Euroguidance et cadre européen des certifications. Et du 13 au 15 novembre, les rencontres européennes Erasmus+, sur la mobilité des apprentis à Bordeaux. L'agenda européen pour la formation des adultes, coordonné par l'agence Erasmus+, vise à favoriser l'accès à la formation des adultes les moins qualifiés. Dans le cadre de l'année européenne des compétences, l'AEFA contribuera à la requalification et à la promotion du développement des compétences transversales et compétences numériques notamment, en liaison avec le coordinateur national. En conclusion, j'invite tous les porteurs de projets français à s'engager eux aussi dans cette année européenne des compétences et à valoriser leurs initiatives en France et auprès de la Commission européenne. À bientôt. Nous nous retrouvons pour la seconde partie de ce webinaire consacré à l'année européenne des compétences. M'ont rejoint sur ce plateau Madame Florence Gelot et Monsieur Sébastien Bayot, qui vont nous apporter 2 regards sur le monde économique, puisque quand on parle de compétences, quand on parle d'année européenne de la compétence, bien entendu, on pense à l'entreprise, là où se développe celle-ci. Le monde économique, l'année européenne des compétences. Madame Gelot, vous êtes donc directrice éducation, formation et politique sociale au sein du MEDEF. On parle depuis quelques minutes de compétences, voire de savoir-faire. Cela concerne bien entendu les individus, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou salariés, mais aussi et bien entendu les entreprises. Quelles sont à l'heure actuelle et en ce moment les actions menées en termes de compétences par le MEDEF que vous représentez? Comment le MEDEF s'est-il emparé de cette année européenne? L'année européenne des compétences est, comme vous l'avez dit Gilles, une formidable occasion pour valoriser ce qui a été engagé par la France et par les entreprises que nous représentons. 190 000 entreprises, dont 70% sont des TPE-PME et 99 fédérations. Alors oui, il faut montrer que l'investissement dans les compétences, ça rapporte. Et démontrer qu'il y a une convergence d'intérêts entre les salariés et les entreprises. À l'heure où 67% des entreprises peinent à recruter dans tous les secteurs, vous l'avez dit, tous sont en tension dans la période, il faut une mobilisation générale de tous les intermédiaires de l'emploi, de la formation, de l'éducation, des partenaires sociaux, de l'État et des conseils régionaux. Pour répondre à ces besoins de compétences et transformer cette crise des métiers en tension, des secteurs en tension, en opportunités. À l'heure où, vous l'avez dit à plusieurs reprises, nous constatons, voire nous subissons pour certaines entreprises de fortes tensions et des transitions écologiques, numériques, démographiques, et aussi face à cette nouvelle organisation du travail qui s'implante du fait de l'impact du Covid et du télétravail, par exemple. On en parlait ce matin lors de la conférence qui a permis l'élection du nouveau président Patrick Martin à la tête du MEDEF. Il va falloir, et il faut déjà, adapter les compétences d'aujourd'hui pour qu'elles répondent aux nécessités des métiers de demain. Le potentiel est énorme. Nous ne pouvons pas ralentir le développement du tissu économique français et on a tous besoin que les entreprises réussissent. Donc, d'où la mobilisation générale. Alors, que faire ou comment faire? Nous pouvons aujourd'hui, au regard des échanges que nous avons avec les fédérations que nous représentons et les entreprises sur le territoire, nous avons 4 axes de travail sur lesquels nous nous sommes déjà engagés. Le premier, c'est impliquer davantage ou mieux les entreprises dans les cursus professionnalisants de la formation initiale. La réforme des lycées professionnels nous y invite. On prendra toute notre place au plus près du territoire pour adapter l'offre de formation aux besoins des entreprises. Il faut aussi encourager les entreprises et les branches à former en continu les salariés, vous l'avez dit.
Et peut-être que les services de demain, France Travail, pourraient aller mieux ou différemment vers les entreprises pour les aider dans leur GEPP, les gestion des emplois et des parcours professionnels, et les aider à élaborer leur plan de développement des compétences. Les partenaires sociaux s'en sont occupés l'année dernière. On a travaillé tous ensemble sur un webinaire, un Vademecum, pour aider à l'élaboration d'un plan de développement des compétences. Il est à l'état papier-crayon, comme on dit. Maintenant, il faut passer à l'étape de démultiplication. Troisième axe de travail, il faut simplifier les outils. On l'a écrit par les partenaires sociaux, améliorer les processus, évidemment, d'appui aux transitions, mutations, reconversions. On voit bien que les mutations, en fait, sont lentes. On commence à en voir les effets là, maintenant. Par contre, l'effort à fournir, il est conséquent et il est maintenant. Et la quatrième axe de travail, vous en avez parlé également, c'est faire preuve davantage d'innovation. Et cette occasion de cette année, c'est sans doute une belle occasion. Se donner les moyens d'expérimenter, même si on n'a pas d'argent, il faut que, avec les moyens que nous avons tous, nous devons pouvoir nous mettre davantage dans cette configuration et surtout dialoguer dans l'entreprise. Parce qu'un accord vaut mieux qu'une loi. Que fait le MEDEF au niveau national? Nous avons lancé, nous, à notre niveau, après le lancement officiel de l'année européenne des compétences, le 30 mai dernier, par un webinaire sur la VAE. Nous avons invité Axel Cornette du cabinet de Carole Grandjean et Olivier Gérard pour parler de la VAE et surtout commencer à accompagner l'arrivée de la VAE dans les entreprises. Et nous avons en prévision un catalogue de webinaires pour amener de l'information au plus près des entreprises et des adhérents, pour parler du rôle de l'entreprise dans la réforme des lycées professionnels et celui des modules découverte des métiers en 5e. On a une place à jouer, un rôle à jouer, c'est très important de s'investir. Comment réussir l'intégration des apprentis après leur cursus? On a là aussi à parler qualité à la fin du processus. Comment développer les capacités d'abondement CPF par les entreprises? Là aussi, avec la Caisse des dépôts, avec lequel nous avons un partenariat, c'est important d'accompagner les entreprises pour aller plus loin. Et puis, nous organisons, comme chaque année maintenant, quasiment depuis 20 ans, la semaine école-entreprise avec la DGESCO, ministère de l'Éducation nationale, et cette année avec la DGE. C'est totalement nouveau et c'est très important de le signaler. Et toutes ces actions, nous pourrons les mettre en visibilité sur la plateforme, évidemment, de la Commission européenne. Donc, en conclusion de cette première question, ce que nous voulons porter, c'est qu'après la liberté de choisir son avenir professionnel, eh ben, je pense qu'il est temps de se dire aussi que les entreprises peuvent être un acteur central du développement des compétences des salariés et qu'il s'agit d'encourager le dialogue social sur ces sujets de compétences auprès et au sein des branches professionnelles et dans les entreprises. Merci pour ce premier rapport, ces précisions sur les actions du MEDEF. On l'entend, donc beaucoup d'actions sur les compétences. On comprend également que des actions portées par le MEDEF en fait, vont entrer automatiquement dans le cadre de l'année européenne. Ça permet également de préciser, parce que c'est l'une des questions qui venait, qu'il peut y avoir différentes formes de sujets et de projets déposés sur cette plateforme. L'une des questions que je voyais apparaître, n'y a-t-il que des actions de formation? Non, non. Bien entendu. Non. Nous l'avions effectivement dit, hein, ça peut être extrêmement varié, ça peut être une expérimentation intéressante, ça peut être un dispositif mis en place ici ou là. Pour nous, c'est très large. Compétences, Gilles Gâteau l'avait dit au début, compétences, c'est pas formation seulement. C'est bien sûr formation, mais pas seulement. Et je voudrais juste en profiter vraiment pour saluer et vraiment insister sur l'importance qu'il y a que les acteurs économiques et la façon dont le MEDEF s'engage est très exemplaire de ce point de vue-là, dont les acteurs économiques ont vraiment toute leur place centrale finalement dans cette année européenne. On en a parlé à propos des objectifs, évidemment. Investir dans les compétences suppose qu'on ait un investissement qui réponde finalement à des besoins, ils répondent aussi aux aspirations des citoyens. On est exactement dans cette rencontre qu'il faut organiser, et la meilleure façon de l'organiser, c'est dans l'entreprise et c'est dans le dialogue.
et dans le dialogue social. Donc voilà, moi je Merci. me réjouis de ce que j'ai entendu à l'instant. Merci, vous me facilitez la transition, puisqu'en effet, ma deuxième question, même voilà, si la réponse peut être assez rapide, on l'entend, l'entreprise, c'est la bonne maille. C'est là où, en effet, les compétences se développent. C'est là où des projets sont portés. Peut-être avez-vous déjà quelques exemples de projets portés par les entreprises et qui relèvent justement de l'année européenne des compétences, ou qui pourraient en tout cas y entrer. Alors, les exemples que nous avons choisis, puisque nous étions libres de choisir des exemples, relèvent davantage d'animation régionale et territoriale au bénéfice des entreprises adhérentes au MEDEF. Parce que nous pensons que la meilleure manière d'embarquer l'ensemble des entreprises sur les territoires, c'est la démonstration par l'exemple. Et donc, avec les 13 MEDEF régionaux et les 97 MEDEF territoriaux, eh bien, il faut embarquer un réseau de référents, entreprises, fédérations sur les territoires. Donc, j'ai 3 exemples, mais hyper rapides. Le premier consiste à valoriser les entreprises vertueuses en matière d'apprentissage d'alternance, Pays de la Loire, les pépites de l'alternance, l'île de la Réunion, les trophées de l'apprentissage. L'idée, l'approche un peu festive, c'est de récompenser les entreprises vertueuses, innovantes, inspirantes, à partir d'un partenariat local avec l'ensemble des acteurs du territoire, et donc engager une valorisation des démarches qualité par la démonstration et l'exemple. Deuxième action, c'est aider les entreprises dans l'élaboration de leur plan de développement des compétences. Ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Et donc, en Hauts-de-France, dans les territoires, dans les régions des Hauts-de-France, le MEDEF régional a organisé des ateliers, organise depuis le début de l'année des ateliers de 2 heures pour environ 15 entreprises à chaque fois, pour comprendre, les aider à comprendre les changements sociétaux et leur impact pour les entreprises, exploiter les diagnostics emploi, formation, Dieu sait si on en a, et donc si on ne sait pas les interpréter, les entreprises ne sauront pas s'en saisir. Comprendre sa propre organisation et son propre fonctionnement et les besoins des salariés. Et tout ça pour les aider au bout de ces ateliers à construire le plan de développement des compétences. Et enfin, accompagner la transition écologique, nous en avons parlé, surtout pour les entreprises les plus impactées. C'est la région centre avec le conseil régional et avec l'ADEME, une offre de services d'information, de sensibilisation, de partage d'expériences entre entreprises, de diagnostic opérationnel et un suivi personnalisé, tout ça au bénéfice des entreprises de cette région. Donc toutes ces actions ont en commun une approche individuelle et collective. Elles reposent sur des partenariats locaux avec des réponses opérationnelles pour permettre aux entreprises de mieux anticiper leurs activités et recruter les compétences nécessaires. Merci de respecter ce timing et merci pour ces exemples en tout cas qui donnent à voir ce qui peut être fait et ce qui peut en effet arriver sur cette plateforme dans le cadre de l'année européenne des compétences. Je vois arriver des questions mais je vais donner tout de suite la parole à notre dernier témoin, Monsieur Sébastien Bayot. Vous êtes donc ancien responsable de l'Institut des métiers, du sanitaire, génie climatique, des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Vous allez partager avec nous un retour d'expérience sur un stage justement de mobilité. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter une courte vidéo d'un itinérant des Compagnons du Devoir qui a voulu apporter lui aussi un peu matière à discuter autour de la mobilité et de l'acquisition des compétences. Bonjour à tous, je suis Clément Rayot, j'ai 19 ans et au moment du voyage, j'habitais à La Rochelle. J'habite maintenant à Troyes en Champagne-Ardenne et je fais partie des Compagnons du Devoir dans les métiers du génie climatique. Je suis parti au Danemark fin février 2023. J'ai fait la première semaine à Thunder et la deuxième à Swedenborg. On est parti au Danemark pour étudier la ventilation ainsi que le chauffage urbain car le Danemark est assez avancé sur ses énergies par rapport à la France. Ce séjour m'a beaucoup apporté sur mon niveau en anglais et j'ai pu tenir pas mal de discussions métiers avec mes formateurs danois. On a eu quelques difficultés à communiquer avec notre deuxième formateur qui parlait uniquement danois. C'était une super découverte pour moi, j'ai adoré le pays et la mentalité des gens qui étaient simples, accueillantes et très bienveillantes. C'est un pays où je pourrais tout à fait retourner pour une année à l'étranger.
Voilà, donc ce témoignage d'un itinérant, en fait, il a fait partie du cursus que vous allez nous présenter à l'instant. En effet, vous allez évoquer cette possibilité et ce système organisé à travers le déplacement et un cursus au Danemark, un projet porté par les Compagnons du Devoir, et vous avez porté ce projet pendant plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et ce lien justement avec les compétences, et je pense une notion importante qui sera reprise par la coordination française, des compétences métiers. Merci. Alors, les Compagnons du Devoir, depuis longtemps, ont un dispositif qui s'appelle le devenir du métier, qui a pour vocation à essayer de viser à 3 à 5 ans ce que sera que la formation, et notamment au sein d'une expertise métier. Et il s'est trouvé que quand je suis arrivé à ce poste, je suis moi-même plombier chauffagiste depuis plus de 20 ans. Et j'ai été sollicité à ce poste en 2018 et je m'occupais de la prospective déjà de manière bénévole pour les Compagnons du Devoir. Et il s'est trouvé qu'on a été contacté par une université danoise qui s'appelle EUC-SID, qui est basée à Sanderborg, comme le jeune l'évoquait à l'instant, et en nous demandant finalement de pouvoir monter un échange. Et puis on a tout de suite répondu favorablement parce que les pays nordiques, dans leur globalité, font face à des contextes météorologiques qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et on va dire qu'ils ont en moyenne une vingtaine d'années d'avance, technologiquement parlant et au niveau des savoir-faire, sur tous les processus qu'on met en place, alors le chauffage, la climatisation et autres. Et donc ça nous a semblé opportun de répondre de suite, ce qui fait qu'on a demandé tout de suite à des itinérants, au départ, qui étaient en alternance en entreprise sur leur parcours de Tour de France, de bien vouloir prendre 15 jours de congé, être financé par Erasmus, et puis partir au Danemark. Et puis on a monté, j'allais dire très rapidement, en moins de 6 mois, ce premier échange. Il s'est trouvé qu'il a fallu très vite rebondir sur quelque chose de stabilisé, donc qui s'inscrive dans le temps. Et on a donc pu très rapidement, parce que justement la réforme de la formation de 2018 était déjà en cours chez les Compagnons du Devoir, et donc nous avions retravaillé nos parcours de formation en bloc de compétences, et il s'est trouvé qu'en fait on a pu calquer très facilement ce qu'il était nécessaire de transmettre dans l'objectif de formation au Danemark, avec les spécificités danoises qui ne connaissent pas du tout les dispositifs d'alternance. Les jeunes se forment à 100% en centre de formation avant d'aller en entreprise. L'entreprise participe à la formation en donnant des retours d'expérience, mais ne prend pas ses alternants. Les industriels y participent également. Donc voilà, cet échange était très riche. Donc on a depuis 2021 inscrit donc le parcours de formation danois dans le parcours global des itinérants, ce qui fait que dans leur formation de niveau 4, ils font un brevet professionnel, un équivalent bac, on peut valider l'ensemble du parcours, y compris ces 15 jours danois, et tout ça financé par les dispositifs et par les OPCO. Donc il y a une vraie reconnaissance des compétences acquises à l'étranger. Tout à fait. En fait, je pourrais m'étendre très longtemps sur le sujet. Je pourrais vous en parler l'après-midi parce que je me suis déplacé 2 fois au Danemark, mais on n'a pas du tout la même manière d'aborder les choses, et cet échange est très riche dans les deux sens. On a pu aussi proposer aux jeunes la visite de sites industriels tels que Danfoss. Alors Danfoss est le principal industriel en matière d'équipement de génie climatique. Alors d'autres sites comme Lego, etc. Bon, je pourrais rentrer un petit peu dans les détails, mais on parle de chauffage urbain, on parle d'optimisation énergétique, on parle aussi de qualité d'air. On est dans la transition verte, donc en plein cœur des thématiques. Voilà, actuelles. et les métiers du génie climatique sont carrément en mutation. On a l'habitude, je suis plombier de métier, mais le plomb, on n'en pose plus depuis plus de 60 ans. C'est un métier qui a l'habitude, qui est dans cette mouvance. Donc nos jeunes ont cette aussi fibre-là de se former en permanence. Et donc ce qui est apporter, je pense que c'est différent justement ce que les étudiants ou les formateurs danois peuvent apporter aux Français, aux itinérants français, et à l'inverse, les itinérants et les formateurs français apportent autre chose. Oui, alors au départ, on a un petit peu essuyé les plâtres parce qu'on se disait que finalement, comme ils avaient énormément d'avance par rapport à nous, fallait vraiment qu'on arrive avec
une grande humilité. Et en fait, il s'est trouvé que nos jeunes avaient déjà des compétences en façonnage assez poussées et que finalement, c'était plutôt l'aspect technique du métier et non pas l'aspect façonnage à la française qui devait ressortir. Et finalement, nos jeunes, quand ils partent là-bas, ils apprennent aux jeunes en local à façonner la matière, l'acier, le cuivre et autres qu'on a encore l'habitude de faire en France, qui se fait plus du tout au Danemark. Ou en tous les cas, plus du tout de la même manière. A contrario, les Danois sont bien plus avancés sur l'aspect technique des choses. Merci pour ce témoignage et cette expérience pratique qui parle bien des compétences métiers et des apports mutuels à travers cette mobilité, mais également grâce à l'Europe, puisque vous avez évoqué le programme Erasmus. Le temps passe très vite, nous approchons de la fin de ce séminaire. Je vais donc prendre quelques questions que je vois apparaître. Donc là... pour vous, Marianne et Gilles Gâteau, les DOM-TOM sont-ils concernés par cette année européenne ? Oui, bien entendu. Sûr. Bien entendu, les régions ultramarines, comme on les appelle, sont tout aussi concernées. Donc, n'hésitez pas dans les différents outre-mer à inscrire vos événements sous la bannière de l'année européenne des compétences. Et une seconde question, je vois les acteurs EdTech, j'espère que je prononce bien, peuvent-ils aussi inscrire des initiatives sur la plateforme? Je pense que là, ce qui se cache derrière, c'est qu'en effet, on n'est pas dans de la formation pure, mais bien dans des projets qui contribuent à l'annonce de nouvelles compétences. Est-ce qu'on peut aller plus loin que la simple formation, la simple événement? Est-ce qu'il peut s'agir de rapports, d'études? Alors, tous les événements dont nous parlons ne sont pas uniquement, je dirais, des journées d'études, colloques, rencontres, même s'il y en a beaucoup sur ce sujet du développement des compétences et de la formation. Mais pourquoi pas signaler la sortie d'une publication qui peut intéresser les différents acteurs sur la plateforme de l'année européenne. Il vous faudra juste remplir le tout petit questionnaire qui est proposé pour signaler. Alors là, je pense qu'il faut une date, donc il faudra mettre la date de publication de l'étude en question, si c'est ça dont il s'agit. Surtout si les entreprises s'en emparent. Et avec un petit point, c'est que c'est l'Union européenne qui décidera ou pas de retenir, de labelliser cette proposition. Mais ça nous intéressera, donc il faudra nous faire retour de cette acceptation ou de ce refus. Merci, et je peux témoigner, puisque nous avons inscrit ce webinaire sur la plateforme, ne serait-ce que pour tester. Ça nous a pris 10 minutes, c'est vraiment quelque chose de très simple pour inscrire, et je vais répondre moi-même à la dernière question. La labellisation est-elle bien gratuite dans sa totalité? Je le confirme, nous n'avons rien déboursé pour inscrire ce webinaire dans le cadre de l'année européenne des compétences. Ainsi se termine donc ce webinaire. Je remercie l'ensemble des intervenants et bien entendu Monsieur Gâteau, Madame de Brunoff. Merci à vous de votre écoute et de votre participation. D'autres webinaires seront mis en place. Nous ne manquerons pas de vous en informer. Je vous dis donc à très bientôt.